Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce 4e épisode de la météo des marchés du vin réalisé en partenariat avec Business France dans le cadre du plan de relance. Au sommaire de notre rendez-vous, un point sur la situation globale des marchés internationaux, puis un éclairage vous sera donné sur les points de vigilance en matière d'exportation en Grande-Bretagne. Et enfin, notre grand entretien sera fait avec une importatrice anglaise passionnée et passionnante. Mais avant de commencer, nous allons prendre 3 minutes pour notre petit rituel, celui des présentations. À vos claviers, j'ai vu que déjà certains d'entre vous nous avaient dit bonjour. Pour les autres, vous pouvez nous dire qui vous êtes, où vous travaillez, ce qui vous a motivé à participer à ce webinaire. Utilisez la console pour ce faire via l'outil questions. Pour ceux qui ont des difficultés, sachez qu'Anna est là pour vous aider. N'hésitez pas à lui faire part de vos difficultés. Elle vous aidera par écrit à avoir le son et l'image. Alors, bonjour Olivier Krill. Vous êtes représentant de la maison Bouvet-Ladubé à Saumur. Bonjour à vous. Bonjour Monsieur Baudet. Bonjour Henri-Emmanuel Journe. Bonjour Florence Majot de Team France Export. Bonjour Micha Olivier qui travaille pour les champagnes Esterlin au service export. Bonjour Jérôme Villaret. Merci pour le petit message. Bonjour Marie Gallard, qui est responsable export au domaine Mas Disnar. Nous avons également Steve Bayol. Vous êtes consultant formateur Vinocave Pic Saint-Loup. Bonjour à vous. Coralia Cognam, qui est à la recherche d'un emploi dans le commerce du vin spiritueux. Elle est là pour rester informée des dernières tendances. Messieurs, mesdames, si vous cherchez un responsable commerce, il semble que vous ayez une personne qui continue à se tenir au courant. Alors, Quentin Martin, consultant pour une centrale d'achat spécialisée dans la restauration et dans l'hôtellerie. Anne Barouin, vous êtes directrice marketing et développement commercial au château d'Antroy en Bourgogne, à Mercurey. Catherine Bourrelli, vous faites des recherches sur le commerce du vin. N'hésitez pas à contacter la rédaction de Vitisphère, ainsi nous pouvons vous aider à communiquer sur vos recherches. Raphaël Thira, conseil en développement au Royaume-Uni. Benoît Roumet, conseil vin et saké. Benoît, vous avez rajouté une carte à votre arc, je vois. Philippe Marx, vous êtes directeur commercial Vinescence dans le Beaujolais. Alors, je suis très contente parce qu'il semble vraiment qu'il y ait des représentants de toute la France, de tous les vignobles français, et ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous pour votre participation. C'est très agréable de retrouver les habitués, mais aussi les nouveaux auditeurs. D'ailleurs, chers nouveaux éditeurs, voici comment fonctionnent nos webinaires. Dans un premier temps, nos invités vont prendre la parole, puis ce sera à votre tour de poser les questions. Pour cela, vous pouvez le faire soit par écrit, soit par oral, grâce à 2 outils dédiés sur la console qui se situent à droite de l'écran. Pour les questions écrites, ouvrez la console en cliquant sur la flèche, tapez votre question, indiquez éventuellement à qui elle s'adresse et envoyez, je me chargerai de la poser. Pour les questions orales, cliquez sur la main. Quand le voyant devient vert, la parole est à vous. Si vous cliquez par erreur sur la main, ce n'est pas grave, mais merci d'avance de recliquer dessus pour désactiver la demande. Je voulais aussi vous dire que vous pouvez télécharger la présentation qui s'affiche sur votre écran en bas de la console. Alors, n'hésitez pas à cliquer dès maintenant pour la télécharger. Bien, vous le savez, la situation de l'épidémie ne s'arrange pas. Les nations luttent avec des stratégies différentes contre le Covid, mais pour l'instant, il y a peu de changements pour le business. Une certaine morosité plane, mais rappelons-le, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des entreprises qui s'en sortent, des marchés qui se portent mieux que d'autres. La situation n'est pas complètement gelée. C'est d'ailleurs ce que va nous expliquer Anna Achard, chef
du pôle conseil en services vins et spiritueux de Business France. Puis Claire Proton, chargée d'affaires Export Business France au Royaume-Uni, va nous expliquer comment les règles d'exportation ont évolué depuis la mise en œuvre du Brexit. Ensuite, nous aurons le plaisir d'accueillir Cécile Lavaux-White, directrice générale des vignerons de France. Mais sans plus attendre, je laisse la parole à Anna. Anna, quel temps fait-il sur la planète vin en ce mois de février ? Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être venus à nouveau présents pour la météo des marchés. Eh bien, si je regarde par la fenêtre, il neige. Mais hormis cela, voici un état des lieux actualisé des marchés des vins et spiritueux dans le monde. Donc, comme vous venez de dire, Marion, le sentiment général n'est pas très gai. Après un an, après l'arrivée du virus en Europe, on voit que la situation va peut-être encore s'aggraver avant de se résoudre. Beaucoup de pays vivent une deuxième vague et sont dans l'attente d'une troisième vague. Dans plusieurs pays, on fait le constat que les mesures sanitaires actuelles ne semblent pas réduire le nombre de cas, puisqu'en parallèle, nous voyons l'arrivée de variants du virus qui sont bien plus contagieux. Depuis 10 jours, la France entreprend des mesures complémentaires, comme dans d'autres pays européens. Le vaccin est en train d'être administré plus ou moins rapidement selon les pays, et en fonction de la vitesse de vaccination des populations, cela impactera les mesures de confinement prises et la date d'un retour à la vie normale. En attendant, le CHR, le on-trade, continue à être le circuit le plus impacté, quel que soit le pays, amputé de la clientèle nationale et internationale, puisque de plus en plus de frontières sont fermées à la circulation non essentielle et les confinements de plus en plus pratiqués. Au niveau des événements professionnels, on voit la digitalisation complète ou partielle de certains salons. C'est le cas pour Millésime Bio, par exemple, de la London Wine Fair et de d'autres événements trade. C'est surtout en Asie où on voit certains événements qui sont tout de même maintenus en présentiel. Alors, les tout derniers chiffres des exportations françaises de vin pour 2020 sont donc en baisse, avec à peu près moins 10% en valeur et à peu près moins 5% en volume, avec les top 8 destinations de la France tous en négatif, malheureusement. Alors, il y a certaines destinations qui résistent en gardant des chiffres positifs. C'est le cas pour le Canada, les Pays-Bas, la Suède, le Danemark, l'Australie ou encore la Corée du Sud. Donc, regardons de plus près continent par continent. Donc, d'abord, sur les Amériques. Donc, l'arrivée de Biden apporte pour beaucoup une perspective et un regain général de confiance. Mais dans les faits, même avec une politique de vaccination assez positive, le pays vit toujours avec un nombre de cas très élevé au sein d'une vague de contamination qui dure depuis le mois de novembre. Et de plus, pour le moment, la France subit toujours les surtaxes sur les vins et spiritueux français qui ont été étendues sur davantage de nos produits depuis le 12 janvier. Le circuit CHR est toujours le plus touché par les restrictions sanitaires. À New York, par exemple, les restaurants sont fermés depuis décembre. Une réouverture partielle avec l'occupation de 25% des capacités intérieures est prévue pour le 14 février. Et en revanche, la Californie commence déjà à s'ouvrir un peu. Au niveau du off-trade, le e-commerce continue à être le moyen d'achat de plus en plus ancré dans les mœurs. La semaine dernière, on a vu Uber racheter un des plus gros players du e-commerce, Drizzly, aux États-Unis, comme quoi la tendance des achats en ligne, qui au départ semblait être une alternative temporaire pour combler les habitudes cassées des achats physiques, devient la norme et la filière se structure en fonction. Au Canada, malgré des restrictions sérieuses et le confinement dans plusieurs provinces, les ventes des monopoles se maintiennent avec des capacités d'accueil restreintes, l'interdiction d'animation en magasin et des horaires réduits. Comme les consommateurs passent davantage leurs commandes en ligne et par conséquent,
Les monopoles ont concentré les efforts de promotion et de gestion des stocks sur les produits les plus populaires, se tournant désormais vers des appels d'offres dédiés aux produits vendus en ligne avec des critères spécifiques. Alors maintenant, pour l'Asie, la situation semble globalement stable, en tout cas plus stable qu'ailleurs dans le monde. La consigne générale en prévision de Nouvel An chinois est de limiter les grandes migrations intérieures, et ce jusqu'au mois de mars. À Hong Kong, les événements publics ont lieu, le marché de Noël par exemple, mais il y a des limites imposées pour les rassemblements en lieu clos. La Chine semblait complètement sortie de la crise fin 2020 et le FMI tablait sur une croissance de presque 8% en 2021. Il y a encore des cas plutôt sporadiques en Chine, mais des mesures strictes qui sont tout de suite mises en place arrivent plus ou moins à contrer la propagation. Et une quarantaine est aussi imposée aux personnes qui arrivent de l'étranger. Les importations en Chine des vins australiens ont diminué de 98% entre octobre et décembre 2020. En revanche, les chiffres des exportations françaises vers la Chine ne montrent pas une reprise de part de marché, avec moins 20% en valeur et moins 30% en volume constatés pour l'année 2020. Les vins et origines plus entrée de gamme semblent en effet en avoir profité davantage de cette absence australienne. Au Japon, le gouvernement fait son maximum pour permettre la tenue des JO en juillet-août. Alors que depuis le mois de mai, la situation sanitaire semblait stable. On avait annoncé en janvier un état d'urgence dans 11 préfectures, dont Tokyo et Osaka, jusqu'au 7 février. Et cet état d'urgence a été prolongé d'1 mois dans 10 préfectures jusqu'au 7 mars. Néanmoins, si la situation sanitaire continue à s'améliorer, l'état d'urgence pourra être levé avant cette date. Et le salon Foodex est d'ailleurs maintenu pour début mars. Alors, comme sur d'autres continents, les ventes en ligne en Asie ont connu des croissances importantes. En Corée, ce nouveau canal est autorisé depuis avril 2020. Et ainsi, les ventes de vin chez la chaîne GMS Leader Lotte ont progressé de 22% en 2020. En revanche, en Thaïlande, le gouvernement a introduit l'interdiction sur les ventes d'alcool en ligne 2 semaines avant l'arrivée de la deuxième vague mi-décembre. Et dans ce pays, depuis le 4 janvier, il y a un renforcement des restrictions interdisant la vente d'alcool dans les restaurants et imposant la fermeture des bars. Passons maintenant à l'Afrique. Alors, le pays de ce continent dont on parle le plus en ce moment, c'est l'Afrique du Sud, où on a une deuxième vague qui a frappé juste avant Noël avec le variant. Le pic est passé depuis mi-janvier et cela rentre à nouveau sous contrôle, mais les écoles restent fermées. Les voyages sont possibles avec des justificatifs de tests PCR, mais il y a un couvre-feu à 17 heures et les rassemblements pour funérailles, par exemple, sont très très limités. Depuis le 28 décembre, pour tout le mois de janvier, il y avait pour la 3e fois dans le pays une interdiction de vente d'alcool pour tenter de préserver le nombre de lits d'hôpital disponibles, mais cette interdiction vient d'être levée. Cependant, les restrictions restent en place. On ne peut acheter de l'alcool pour une consommation à domicile que de points de vente avec licence du lundi au jeudi entre 10 heures du matin et 18 heures le soir. Et le on-trade réouvre en semaine entre 10 heures du matin et 22 heures le soir. Donc en effet, le secteur des boissons alcoolisées a été beaucoup touché par cette interdiction de vente d'alcool qui a conduit surtout à des pertes d'emplois et de plus en plus de commerces clandestins. Et je finis le tour du monde en Europe. Donc, on témoigne une aggravation sanitaire générale sur le continent depuis Noël.
Plusieurs pays ont fermé leurs frontières et se reconfinent en fermant parfois même les écoles. C'est le cas au Royaume-Uni et en Allemagne. Mais je peux vous rapporter tout de même quelques informations encourageantes. En Italie, les contagions diminuent et les bars et restaurants ont enfin réouvert la semaine dernière dans quasiment tout le pays. La principale enseigne du e-commerce des vins et spiritueux en Italie, Tannico, qui est détenue en partie par Campari, affiche une fiche d'affaires de 2020 en croissance de 82%. Au Danemark, Coop, donc le deuxième nom de la grande distribution danoise, constate une légère augmentation des ventes de vin pour 2020 d'environ 2% en croissance. En Suède, où le confinement n'est toujours pas d'actualité, les chiffres de vente du monopole ont augmenté de presque 12% par rapport à 2019 sur toutes les catégories et les ventes en ligne ont explosé. Tous les vins français sont en hausse et les plus plébiscités pendant la crise ont été les vins bio, les vins rosés et le champagne en petit format. Côté on-trade, en Suède, les bars et restaurants restent malgré tout ouverts avec une limite de 4 personnes par table et une interdiction de servir de l'alcool après 20 heures. Mais malgré ces adaptations, les restaurants accusent une chute de leur chiffre d'affaires de 70%. Alors, la souffrance du secteur CHR se ressent davantage encore sur des pays comme les Pays-Bas ou la Pologne, où des émeutes se produisent, protestant contre l'effet de la crise sur leur libre activité. Il faut savoir qu'aux Pays-Bas, la restauration est totalement fermée depuis le 15 octobre dernier. Le mois de janvier est souvent un mois calme pour la consommation de boissons alcoolisées. On parle souvent du Dry January. Mais le confinement imposé juste après Noël a eu parfois des effets positifs. Au Royaume-Uni, l'enseigne Waitrose a constaté des ventes de vin en croissance de plus d'un tiers par rapport à la même période de l'an dernier et les ventes de bière en croissance de quasiment 50%. Et quant aux spiritueux dans cette enseigne, les chiffres sont assez spectaculaires. Les rhums sont en croissance de 64% et les tequilas de 56%. Donc voilà, c'est maintenant que j'arrive au sujet principal de ce webinaire, le marché du Royaume-Uni. Je passe la parole à Claire Proton du bureau Business France de Londres sur un point au sujet du Brexit. Merci Anna pour ce point sur les marchés internationaux. Claire, nous allons nous intéresser donc à la Grande-Bretagne, un marché ô combien important pour les vins français puisqu'ils font partie de leur histoire, mais depuis le 1er janvier, le Brexit est passé par là et les règles douanières ont été modifiées. Claire, pouvez-vous nous rappeler brièvement ce que contient l'accord du Brexit et ce à quoi il faut faire attention quand on exporte sur le Royaume-Uni? Oui, bien sûr. Merci Marion. Donc bonjour à tous. On va voir donc ensemble aujourd'hui les modalités de la mise en place du Brexit et les conséquences donc directes de ces dernières sur vos exportations vers le Royaume-Uni. Donc si on peut passer au slide suivant. Merci. Donc après 4 années de dures négociations, un accord a finalement été passé entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, donc juste avant Noël. Donc, on a entendu parler d'un miracle de Noël. C'est donc un accord plutôt doux qui l'emporte, avec 2 grosses victoires pour le secteur des vins et spiritueux, notamment pas d'analyse de bouteilles systématique liée au formulaire VI1 et pas de taxes douanières. Cependant, attention, il y a tout de même des changements, notamment des procédures administratives qu'il faut bien prendre en compte. À partir du 1er juillet 2021, tout d'abord, l'importation de vins de l'Union européenne, y compris d'ailleurs les vins mousseux et fortifiés au Royaume-Uni, devra se faire sous couvert d'un autocertificat qui est prévu dans l'accord. À noter que ce certificat ne nécessite pas une validation des autorités du pays de départ. Donc, c'est ce formulaire de type VI1. Également, dans le cadre de l'accord, il est également nécessaire de déclarer l'origine du produit.
Cela peut se faire sous la forme d'une autodéclaration. À noter cependant qu'au-delà d'une valeur de 6 000 €, il vous faudra passer par le système REX. On a également des changements au niveau des incoterms. Donc l'incoterm ex-WAC n'est dans la majorité des cas plus en application. Il faut basculer vers l'incoterm FCA. Alors je sais que certains importateurs, notamment Cécile qui parlera tout à l'heure, elle pourra vous en dire un petit peu plus, elle utilise encore le ex-WAC en passant par des agents de clearing. Mais pour beaucoup d'importateurs, ne soyez pas surpris s'ils vous demandent de passer sur l'incoterm FCA. C'est le cas dans la majorité des cas. Il faut également avoir un numéro EORI et se former aux formalités douanières et se faire aider par un représentant en douane enregistré. Il faut également vous assurer au niveau des palettes et des caisses en bois que vous utilisez que celles-ci soient bien au standard ISPM 15 qui est requis. Pour l'étiquetage, nous avons un répit jusqu'à septembre 2022. À partir de quand il faudra que vous indiquiez sur vos étiquettes l'adresse de votre importateur au Royaume-Uni. Un point de vigilance particulier sur les vins bio, parce que bien que le label bio européen soit reconnu au Royaume-Uni et vice-versa, à partir du 1er juillet 2021, il va falloir remplir des procédures assez lourdes avec un formulaire COI qu'il vous faudra faire parvenir à votre organisme certificateur européen. Ce dernier devra valider et tamponner ce certificat et il faudra que vous fassiez parvenir ce formulaire à votre importateur britannique au Royaume-Uni, puisqu'il en aura besoin pour le présenter aux autorités portuaires. Et si le formulaire est mal rempli, il y a un risque que les marchandises soient bloquées à la frontière. Donc, c'est important de bien remplir ce formulaire. On a une chance, entre guillemets, si je peux dire ça, c'est que, en fait, dès le 1er janvier 2021, ce formulaire et ces procédures se sont appliquées pour les vins bio non européens. Donc, on peut espérer que d'ici le 1er juillet 2021, les importateurs se seront un peu rodés à ces nouvelles pratiques et que du coup, quand ce sera à notre tour d'y passer, eh bien, ils seront un peu plus familiarisés avec tout ça. Dès le 1er janvier, les importateurs britanniques ont également dû se procurer une licence auprès d'un organisme certificateur britannique, ce qui représente un coût supplémentaire qui se situe autour de 700 pounds par an. Ce certificat, donc, en fait, leur autorise à importer des produits bio. Donc, tous ces éléments-là nous font penser, supposer que peut-être que certains importateurs pour qui le bio n'est pas une priorité ou qui ont très peu de produits bio dans leur gamme vont peut-être décider de ne plus importer en direct auprès des producteurs leurs produits bio, mais peut-être se fournir auprès d'importateurs grossistes, ce qui pourrait mener à peut-être une spécialisation des importateurs bio, mais c'est à suivre dans les prochains mois, voire les prochaines années. Qu'est-ce qui est important à retenir dans tout ça? Eh bien, tout d'abord, c'est que le rôle clé des importateurs est renforcé. D'ailleurs, si vous avez des importateurs partenaires au Royaume-Uni, il faut vraiment vous rapprocher et vous épauler mutuellement dans cette période charnière. On a également des coûts supplémentaires qui découlent de ces formulaires et toutes ces procédures administratives supplémentaires qui se répercuteront sur le prix de vente final. Cependant, le Royaume-Uni reste un marché de proximité et les Britanniques conservent leur intérêt pour les vins français. Donc, on pense que malgré ces procédures, le Brexit représente une menace minime pour la consommation de vins français au Royaume-Uni. Nous souhaitons quand même attirer votre attention sur le fait qu'on est vraiment dans une période clé où l'image des producteurs français va vraiment se faire maintenant et on va être jugé face à nos concurrents européens. Donc, il faut vraiment qu'on prouve qu'on peut être adaptable et qu'on peut être flexible. Donc,
je vous appelle vraiment à, tant que possible, démontrer votre adaptabilité. J'en profite également pour mentionner que Business France UK, on est très mobilisé en ce moment sur les sujets du Brexit. On a développé des solutions personnalisées pour vous accompagner au mieux dans cette période d'adaptation. Donc, si vous avez des questions qui méritent vraiment d'être approfondies ou des problématiques, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter à la suite du webinaire. Bien évidemment, nous répondrons à certaines questions à la fin du webinaire, mais si ça mérite, s'il faut pousser un peu plus, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Voilà. Merci beaucoup Claire pour toutes ces informations et je crois que votre message a bien été passé concernant l'adaptabilité de la filière française aux nouvelles régulations. Nous allons prendre quelques petites minutes pour une petite question de sondage auquel vous pouvez participer. Alors, on a choisi de vous poser aujourd'hui comme question, le Brexit représente-t-il une menace pour votre activité? Qu'en pensez-vous? Comment percevez-vous le Brexit? Voilà, donc on prend une petite minute. Je lance le sondage. Hop. Voilà, pardon. Donc, je vous laisse y répondre. Je vous laisse une petite minute. Et en attendant, je me tourne vers Cécile Lavaux-White. Merci de nous faire le plaisir de vous joindre à nous aujourd'hui. Vous êtes à la tête, je le disais, des producteurs et vignerons de France, qui est situé entre Londres et Brighton. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur votre société, avec quel producteur français vous travaillez et quel distributeur sur le marché britannique et irlandais, je crois? Absolument. Bonjour Marion, bonjour tout le monde. Alors, nous sommes une société familiale qui date depuis 84. Nous travaillons comme bureau commercial avec un regroupement de 10 producteurs français. On a été créé à l'origine comme bureau commercial pour les caves du Sur-d'Arc, producteurs de blanquettes, créments de Limoux et AOC Limoux. Après, on a été rejoint par d'autres producteurs pour partager le bureau commercial et on a un producteur par région clé en France. Alors, on a Famille Bouglier dans la Loire, la cave de Ribeauvillé en Alsace, Famille Ravoire qui s'occupe du Rhône et du Provence, spécialisée vraiment dans le sud du Rhône, la maison Georges Vigouroux à Cahors, pour le sud-ouest, Cheval Cancard à Bordeaux, la maison Louis Max en Bourgogne, Champagne Lombard, et puis Château Pissarvin Bergerac et Château de Caraguy, producteur bio en Corbière. Nous travaillons avec presque tous les secteurs, sauf on ne travaille pas en direct avec la clientèle privée ni avec le CHR. On travaille avec la GD, distributeur national, des importateurs dans toutes les régions de Grande-Bretagne, mais aussi d'Irlande et Nord-Irlande, des chaînes de cavistes, des cavistes indépendants, des chaînes brasseurs et aussi du VPC et des sociétés qui s'occupent du e-commerce, vente en ligne. Lors de la préparation de notre entretien, vous m'avez confié que la coopération était une valeur forte pour votre entreprise. Comment cette valeur prend-elle tout son sens dans votre activité? Oui, alors c'est vrai qu'on a un système de travail qui est très différent parce que nos producteurs ne sont pas du tout en concurrence. Ce n'est pas comme une agence classique où on aurait par exemple 3 producteurs du Languedoc ou de Bordeaux. On travaille juste avec un producteur par région. Pour nous, le plus important, c'est le côté qualitatif des produits qu'on représente sur les deux marchés et des produits très authentiques avec des histoires intéressantes. C'est comme ça qu'on vend nos vins. Et de plus en plus, le côté développement durable devient de plus en plus important pour nos clients et pour nos producteurs.
Et en dernier, on travaille sur les 10 sociétés. Il y en a 8 qui sont des sociétés 100% familiales. Alors, on travaille beaucoup au long terme avec ces sociétés et avec nos partenaires clients aussi. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec le Brexit. Comment cela a-t-il influencé le marché britannique sur la question de la gestion du logistique? Est-ce que vous avez rencontré des problèmes? Absolument, ça a été une gestion assez lourde. Claire a bien expliqué là qu'il y a eu beaucoup de changements en dernière minute avec des accords qui sont arrivés juste à Noël, quand presque toutes les sociétés fermaient pour Noël. Nous, on a fait une préparation depuis plus d'1 an, mais depuis 6 mois, vraiment, ça a été très, très sérieux. C'est un dossier qui est très, très lourd à gérer et il y a eu beaucoup de changements de dernière minute dans les documents et les formalités à faire. Alors, les plus gros challenges en début d'année pour nous, c'était trouver assez de palettes traitées, ISPM. Il y a eu un manque sur le marché. Il y avait aussi un gros manque de chauffeurs pour livrer sur le marché de Grande-Bretagne et les délais aux frontières. Alors, on a travaillé, comme Claire l'a dit, avec des transporteurs spécialisés dans le domaine du vin. Et pour nous, le plus important, c'était vraiment de préparer nos producteurs, de parler avec nos clients et d'essayer de se préparer au maximum. Juste pour info, dans la deuxième semaine de janvier, sur 24 heures, j'ai eu plus de 100 mails et coups de fil entre mes clients et mes producteurs me demandant des questions variées à cause du Brexit. Alors, c'est vrai que ça a été assez compliqué. En termes de côté positif, sur les 20 premières expéditions en janvier, on n'a eu que 2 expéditions où il y avait des délais. Alors, quand même, la plupart, 18, on n'a eu aucun problème et ça montre qu'on s'est bien préparé et qu'on a pu remplir les documents. Mais comme Claire, elle a expliqué, il y a d'autres documents qui vont arriver au 1er juillet. Alors, on a bien démarré le challenge, mais il y a quand même du travail à faire. Ouais. Donc, beaucoup de travail administratif. Sur le plan commercial, quelle incidence vous pressentez sur les prix? Alors, ça, c'est une très bonne question. Alors, il y a une variance, on me dit, vraiment, quand j'ai fait mes calculs, j'ai vu que ça allait être au moins 50 pence par bouteille d'augmentation. Mais il y a des variances, ça va être peut-être jusqu'entre 1 à 2 livres. Et c'est vrai qu'on voit une concurrence depuis de nombreuses années sur le linéaire français sur le marché de Grande-Bretagne. Il y a une concurrence, surtout dans les entrées de gamme, qui vient de nombreux pays comme l'Espagne, l'Italie, le Chili. Anna, elle a aussi expliqué qu'est-ce qui se passe en Sud-Afrique et on voit des remises très importantes sur les vins sud-africains parce qu'ils ont besoin de retrouver des marchés et vendre leurs vins, comme leur marché domestique était fermé. Et aussi, on pense qu'il y aura une très forte concurrence des vins australiens, car ils sont en train de perdre ce marché important pour eux de la Chine et ils vont se retourner vers leur marché historique de Grande-Bretagne. Alors, je crois que la concurrence a toujours été très difficile en Grande-Bretagne, mais ça va être assez compliqué, je pense, dans cette année. Et est-ce que cette augmentation du prix va être acceptable pour le consommateur britannique? Je pense qu'une petite augmentation, si c'est 50 pence, même jusqu'à 1 livre, mais je ne pense pas que c'est vraiment juste le consommateur, c'est que les acheteurs, ils ont besoin de trouver des vins à un certain prix. Et la grosse concurrence pour nous, ça va être les vins d'autres pays. D'accord. Je voulais aussi qu'on aborde la question des stocks chez les importateurs et distributeurs anglais en ce début de mois de février. Est-ce que les stocks sont toujours importants? Oui, alors il y a des variances énormes. J'ai parlé là depuis une semaine parce que je savais qu'on allait se parler aujourd'hui à beaucoup de ma clientèle. Alors, sur le secteur CHR, comme Anna a expliqué, qui est quand même fermé quasiment la totalité de l'année dernière, depuis mars, ils ont des stocks d'entre 6 mois et 8 mois. Certains de mes distributeurs qui vendent au CHR.
il faut voir qu'ils ont perdu quasiment 60% de leur vente. Alors, c'est quand même très, très important. Sur la GD et des grosses chaînes de cavis, là, ils ont fait des ventes très importantes à Noël et je pense qu'ils ont des niveaux de stock normaux, comme disons janvier-février l'année dernière. Il y en a certains de cavistes indépendants et de petits cavistes qui ont décidé de surstocker à cause du Brexit. Alors, moi, j'ai un ou deux clients qui ils ont eu des très, très bonnes années, qui vendent surtout aux clients privés. Et eux, ils ont dit, ben, on a tellement bien, nos ventes étaient tellement bonnes l'année dernière qu'on a décidé de stocker presque 4 mois de stock fin l'année 2020 pour éviter d'avoir de problèmes de Brexit. D'accord. Vraiment, il y a une très, très grosse variance. Mais en fait, les plus grosses chaînes, eux, ils ont un petit peu plus de stock que d'habitude, mais on voit que les commandes arrivent plus ou moins normalement, comme début d'année dernière. D'accord. Concernant les tendances de marché, ce que recherchent les consommateurs de vin en termes de catégories, est-ce que le Covid ou le Brexit ou les deux ont-ils modifié la demande? Oui, alors il y a eu des ça a été très intéressant. Alors, des deux catégories qui ont vraiment très bien marché, c'est les effervescents et les rosés. Alors, si on prend les effervescents en premier, on a vu le premier 9 mois de l'année dernière, de 2020, que les champagnes ont eu une forte réduction. Je crois que c'était 37%. Mais à Noël, ils ont eu des ventes très importantes dans la GD. Alors, ils ont commencé à rattraper. Où il y a eu des très fortes augmentations des effervescents, c'est surtout dans les appellations créments. Et là, j'ai regardé les statistiques pour les premiers 9 mois de 2020 et pour les différentes appellations de créments, c'est entre 10 et presque 60% d'augmentation sur les appellations différentes de créments. Je crois que la mode des Prosecco qui continue, et c'est pas vraiment en baisse, mais ça se stabilise et ça a ouvert un petit segment pour des créments de qualité sur le marché de Grande-Bretagne. Et les gens recherchent des vins effervescents qui sont peut-être un peu moins sucrés que les Prosecco. Et on est quand même dans une catégorie moins chère que les champagnes. Et pour les rosés, vous disiez que Russie avait bénéficié de la Covid et du Brexit. Absolument. Alors, le rosé, surtout sur la Provence, ça a eu une très, très forte augmentation. C'est une tendance qu'on voit depuis quelques années. Mais en 2019, on a eu des problèmes sur les volumes qui étaient disponibles. Alors, je pense qu'en 2020, on rattrape parce qu'on a retrouvé des volumes sur ces vins-là. Alors, nous, personnellement, avec Famille Ravoire, on a vendu beaucoup plus de Provence, beaucoup aussi de IGP rosé, MED, mais avec des profils qui sont vraiment provençales, avec ces cépages provençales, des couleurs très, très légères et secs aussi. D'accord. Et pour le coup, là, les rosés français ont peu de concurrence, j'imagine. Voilà, vraiment, je dirais que les rosés français et provençales ont vraiment, il y a eu des augmentations très très fortes, surtout dans la GD et dans les grosses chaînes de cavistes. D'accord. Lors de notre entretien, on avait évoqué les mentions obligatoires sur les étiquettes et les contre-étiquettes. Il y a des modifications dans ce domaine? Oui, alors à partir de septembre 2022, il va falloir mettre le nom et l'adresse de l'importateur. Alors pour la GD et des chaînes nationales, ça c'est pas vraiment un problème hein, parce qu'on leur fait souvent des contre-étiquettes spécifiques pour les clients. Où ça va vraiment être assez compliqué, c'est pour des gammes standards qu'on vend aux cavistes indépendants, au secteur traditionnel et le CHR, parce qu'il faut avoir un minimum de volume pour faire une contre-étiquette spécialisée pour un client.
Alors, on se demande, est-ce que ça va se faire? Parce qu'il y a eu quand même pas mal de changements et de transitions, une période de transition qui ont changé en début d'année. Est-ce qu'il y aura une extension? On ne sait pas. Mais on commence à se préparer déjà. Et moi, j'ai certains clients distributeurs nationaux qui ont pris des décisions déjà de réduire leur gamme à cause de ça. D'accord. Alors, je parlais à un client hier qui m'a dit, oui, moi, j'avais 6 Sancerre dans ma gamme, 2 rosés, 4 blancs, et je vais maintenant avoir un rosé, 2 Sancerre blancs. Comme ça, j'aurai assez de volume pour demander des contre-étiquettes spécifiques à partir de 2022. Alors, ça, c'est pas une bonne chose pour nous, quand on voit des diminutions de gamme française. Oui, effectivement. D'ailleurs, pour rencontrer ces distributeurs, la London Wine Fair est un lieu privilégié. Elle se digitalise cette année. Comment vous anticipez cette rencontre? Oui, alors nous, on avait déjà notre stand tout planifié l'année dernière, qui a été annulé. On va participer avec un stand pavillon virtuel où il y aura nos producteurs regroupés. J'ai déjà quelques producteurs qui ont décidé aussi de prendre un stand supplémentaire qui sera aussi dans notre pavillon pour vraiment avoir le maximum de contacts avec des clients en Grande-Bretagne. On a tous une volonté vraiment de rencontrer notre clientèle et surtout de trouver des prospects. Parce que d'ici mai, ça va faire plus de 12 mois qu'on n'a pas eu de rencontre physique. Le dernier événement, c'était Wine Paris pour moi et pour la plupart de mes producteurs. Alors, ce sera un essai. Le coût est moins qu'avoir un stand physique. Et les organisateurs du Salon de Londres, c'est quand même, ils ont une très très bonne réputation. Nous, on a toujours fait le salon depuis le premier salon de Londres, notre société, et on pense que c'est important de leur donner le soutien aussi et de donner une opportunité à nos clients de rencontrer la clientèle britannique. Alors, une dernière question, un peu de prospective pour terminer cet entretien. Comment pensez-vous que la pandémie va influencer le comportement des consommateurs britanniques à l'avenir? C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que la modification des changements de vie va perdurer dans les prochaines années? Oui, alors, comme dans beaucoup de marchés, il y a une explosion en ligne. Certains de ces clients, après, ils vont retourner dans des magasins physiques, mais il y a beaucoup de clients qui ont vraiment pris l'habitude de faire leurs courses en ligne, et je pense que tous ces clients-là, on va pas les perdre. J'ai vu, il y avait une chaîne nationale Majestic qui a dit que l'année dernière, ils ont eu 150 000 nouveaux clients achats en ligne. Ils ont dû changer leur système de livraison de leur entrepôt principal. Ils ont dû mettre un nouveau système à travers leur magasin parce qu'ils n'arrivaient pas avec la capacité qu'ils avaient de fournir tous ces nouveaux clients. Et c'est la même chose pour toute la GD. Hein. Ils ont vu une augmentation en ligne. Il y a aussi une autre chose positive, c'est qu'on voit que la génération Z, alors ça c'est des 18 à 24 ans, qui d'habitude ont toujours consommé dans le CHR, comme ont dû consommer chez eux, et ils se retournent vers le vin au lieu des cocktails et des spiritueux. Alors pour nous, ça c'est la nouvelle génération qui rentre dans le marché, et c'est vraiment très encourageant de voir qu'ils vont vers le vin, surtout les femmes dans ce groupe d'âge. Alors ça pour moi c'est une chose qui est très très positive. Et si le CHR ouvre, on espère que ce sera comme l'été dernier où il y a eu quand même 69% des consommateurs qui allaient avant dans le CHR qui sont tout de suite retournés dans le CHR. Et ça, c'est notre inquiétude, c'est vraiment on a besoin que le CHR rouvre au plus tard début mai en Grande-Bretagne. Bien, merci pour toutes ces informations. Nous allons passer aux questions.
Mais avant, je vous donne le résultat du sondage. Donc, plutôt, vous percevez le Brexit plutôt comme une menace, mais c'est pas si marqué que ça, puisque simplement 55% des personnes qui ont répondu perçoivent le Brexit comme une menace, 45% une opportunité. Donc, il y a un certain optimisme tout de même. Je vais prendre tout de suite une question de Juliette Alain qui vous demandait, Cécile, pardon, est-ce qu'il y a des gammes dédiées à la vente en ligne en Grande-Bretagne et dans les chaînes de cavistes? Alors, nous, personnellement, on a toujours des gammes dédiées au secteur différent. Ça, c'est absolument essentiel. C'est un marché, ça, c'est vraiment mon travail, et c'est de trouver quelle gamme va aller dans quel secteur. Il y a une autre question d'Olivier Campos qui demande si les acheteurs britanniques s'attendent actuellement à ne réaliser des achats qu'à prix bas ou fortement négociés. Pardon, j'ai pas bien entendu le fin de la question. Est-ce que les acheteurs britanniques s'attendent à réaliser des achats à prix bas ou fortement négociés? Pour le moment, on n'a pas eu cet effet. Mais je sais que il y a certains qui attendent là pour voir qu'est-ce qu'ils vont mettre dans leur nouvelle liste, qui vont sortir probablement mars-avril. Il y a eu un délai là de lancement de liste. Alors ça, c'est une forte possibilité. D'accord. Alors, je reprends. Il y a pas mal de questions pour Claire aussi sur tout ce qui est formalité. Excusez-moi, je me suis un peu perdue. Voilà, j'y suis. Non, j'y suis pas. Je suis désolée. Alors, quels sont les cépages et types de vins français qui tirent leur épingle du jeu au Royaume-Uni? Une question de Catherine Mendoza. Je pense que Cécile, vous pouvez y répondre. En termes de cépages différents. Oui. Alors, oui, alors nous personnellement, on vend beaucoup de Chardonnay, Sauvignon et Merlot. Ça, c'est nos cépages qui se vendent le mieux. Mais bon, je vends surtout des cépages du Languedoc et de la Loire. Alors, c'est peut-être la raison. Et l'autre, bien sûr, c'est du Malbec. Le Malbec est très à la mode en Grande-Bretagne. D'accord. Alors, une question pour Claire. Claire, si vous pouvez nous rejoindre. Valentina Cavagna nous demande quelles sont les formalités à remplir pour les expéditions de vin aux particuliers. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut… quand on vend du vin en particulier à présent, alors j'ai pas toutes les formalités en tête comme ça, mais il va falloir, ce qui a changé au 1er janvier, c'est qu'il faut que vous payiez la TVA et les droits d'assises sur le pays, en fait, le Royaume-Uni, quoi. Donc, c'est des formalités qui sont assez lourdes. Je ne suis pas une spécialiste de vente, notamment de e-commerce en direct, mais j'ai des collègues qui sont spécialisés là-dedans. Donc, si vous souhaitez que je vous envoie exactement ce qu'il faut remplir, etc., je peux vous recontacter à la suite du webinaire pour vous envoyer ça. Ok, alors il y a aussi une demande de précision sur l'obligation de passer en Icotherme FCA. Alors, c'est trop technique. Oui, alors ça, Cécile, peut-être que Cécile aussi peut se joindre à nous pour cette réponse-là, parce que je sais qu'on en avait parlé justement la dernière fois. Alors, je sais pas, Cécile, on a démarré les négociations de fin d'année avec nos clients. On avait une
sur plus de 200 clients, on en avait une dizaine qui ont dit qu'ils voulaient passer en FCA. En fait, il y en a certains maintenant qui ont décidé de repasser en XLR au lieu de FCA. Et en fait, ils font les formalités à travers le transporteur. La raison, c'est que certains de mes clients qui font du groupage, ils ont un meilleur prix sur les déclarations export que mon producteur peut avoir en France. Alors, c'est une question qu'on va voir si les coûts vont changer, parce qu'on a quand même une variance pour le EX1 déclaration export. On a certains transporteurs qui le font pour 60 € et il y en a d'autres qui nous ont donné jusqu'à 90 €. Alors, nous, on a passé ces infos aux clients et les clients ont dit, ah ben, nous, on a un meilleur prix à travers notre transporteur, alors on le fait. Nous, on préfère le faire nous-mêmes. Ok. On va revenir à des questions plus marché. Une question autour du champagne. Cécile, quel avenir voyez-vous pour les champagnes sur le marché britannique, notamment avec la croissance des nouveaux vins effervescents anglais? Oui, alors, comme je disais, jusqu'à les premiers 9 mois d'année, c'était vraiment assez inquiétant. D'un côté, on comprend que les gens, entre la pandémie et Brexit, ils n'étaient pas vraiment, ils faisaient beaucoup moins de célébrations, disons, où on achète plutôt des champagnes. Mais en fin d'année, moi, je vais regarder les statistiques sur la GT Grande-Bretagne. À Noël, ils ont fait des ventes de champagne énormes. Il y a certaines enseignes, j'ai vu Morrison, ils ont fait 64% de plus de ventes champagne à Noël en 2020 qu'en 2019. Et Sainsbury et Waitrose aussi ont fait des fortes augmentations dans la vente de vin. J'ai vu ça dans, je crois que c'était soit Harper ou Drinks Business dernièrement dans des articles. Alors, je pense que une fois qu'on est sorti de la pandémie, les ventes de champagne peuvent vraiment reprendre. Il y a aussi pas mal de remarques autour de l'envoi d'échantillons qui s'avèrent assez compliqués en ce moment. Est-ce que vous auriez une recommandation? Comment envoyer des échantillons, notamment les échantillons pour la London Wine Fair? Oui, alors j'allais en parler, en fait, c'est une très très bonne question. Si on a eu le plus gros problème en début d'année, c'est sur les envois d'échantillons à nos clients, sur les nouveaux millésimes et les nouveaux produits. Alors, le plus important, je ne suis pas expert, je suis toujours en train d'essayer de trouver une solution, c'est de vraiment mettre sur les documents qui valent avec l'export que c'est des échantillons samples not for commercial resale. Alors, c'est des échantillons et il n'y a pas de valeur commerciale, mais il faut mettre une valeur. Alors, j'ai dit à nos producteurs de mettre une valeur de 1 € par bouteille. Il faut vraiment, quand vous envoyez les échantillons, demander à la société qui vous envoie, qui vous assure qu'ils ne vont pas demander des taxes une fois que c'est arrivé. Parce que moi, j'ai beaucoup de clients là qui font du télétravail et comme il n'y a pas un nom de société, ça va directement chez eux, aux douanes, ils assument que ça va être une vente et ce n'est pas les droits. Les droits, c'est 2 livres et quelques par bouteille, mais c'est le coût de faire la déclaration, c'est 38 € par bouteille. Alors, c'est exorbitant. Alors, il faut vraiment qu'ils parlent aux sociétés. Il y a toutes sortes de sociétés, FedEx, DHL. Je vois qu'il y a certaines sociétés comme DHL qui ont l'air de gérer ça beaucoup mieux que d'autres. Ok, alors, je prends une question marché. Le segment des appellations haut de gamme et grand cru est-il menacé? S'inquiète Daniel Rollet-Reynaud. Non, on a vu qu'il y a vraiment une opportunité sur les vins premium. Les grosses chaînes et la GD ont vendu plus de vins premium que d'habitude l'année dernière. Alors, c'est peut-être parce que le CHR était fermé. Les gens qui dépensaient historiquement dans le CHR ont décidé d'acheter des bonnes bouteilles. Ils n'ont pas acheté autant que d'habitude, mais ils ont dépensé plus. Et on a vu ça même dans toutes sortes de nourriture. Par exemple, j'ai vu que Waitrose, ils ont dit qu'ils n'ont jamais vendu autant de chocolat et de fromage premium que Noël 2020.
Alors, ce n'est pas que les vins qui sont en train de voir cette hausse sur les vins premium. C'est un mouvement global vers des produits gastronomiques haut de gamme. Absolument, absolument. Et vous savez si ça continue à l'heure actuelle, au mois de février, ou c'était vraiment que pour les fêtes de fin d'année? Alors, pour le moment, c'était vraiment pour les fêtes de fin d'année, mais on pense qu'une fois que le CHR ouvre, les gens, ils vont peut-être consommer pas autant de volume, mais ils vont aller plutôt sur des produits premium. Oui, ils devront goûter aux bonnes choses et voudront continuer à se faire plaisir. Voilà, voilà. Ouais, on pense. D'accord. Alors, j'ai d'autres questions de technique douanière. Donc, une question de Géraldine Point concernant le document VI1, pardon, la CICI était supposée devoir valider le VI1. N'est-ce plus le cas? Les analyses COFRAC devaient être financées par l'expéditeur et le VI1 validé par le labo. N'est-ce plus le cas? Non, c'est assez. Ça prête pas mal à confusion parce qu'on appelle toujours, enfin, le gouvernement britannique appelle encore ce formulaire, le formulaire VI1, notamment sur leur site du gouvernement britannique. Mais en fait, ça fonctionne pas vraiment comme un VI1. Donc, ils l'appellent VI1, mais c'est pas vraiment le fonctionnement typique du VI1 avec l'analyse, laboratoire, etc. Donc non, il n'y a pas d'analyse et il n'y a pas de nécessité de faire valider ça par les autorités locales. Donc c'est vraiment sous le principe de l'auto-certification, c'est vous qui le remplissez, l'auto-remplissage. Donc c'est quand même beaucoup moins lourd que ce qui était prévu à la base. J'ai également un exemple de formulaire. Je ne sais pas si on peut le faire parvenir, Marion, à la suite du webinaire aux participants, ou je ne sais pas. Oui, tout à fait, on peut. Parfait, bon, on fait comme ça vous aurez. C'est toujours mieux de visualiser ce qui est attendu. D'accord, merci. Une autre question pour vous, Claire, toujours sur les formalités douanières. Qu'est-ce qui change entre un Incoterm EXW et FCA? En fait, ce qui change, c'est que le X-Work, en fait, il est, comment dire, pour le X-Work, il faut avoir une adresse dans l'Union européenne. Comme le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne, eh bien, ils doivent passer par le FCA, le Free Carrier. Et c'est pour ça que beaucoup d'importateurs utilisent cet Incoterm. Après, comment dire, comme disait Cécile, il y a l'air d'avoir aussi des moyens de contourner ça. Mais j'avoue que je ne suis pas une experte sur les négociations avec notamment les transporteurs. Donc, s'il y a des moyens qui sont plus rentables de passer par X-Work, et que l'importateur, ça l'arrange également, on peut l'utiliser. Après, nous, les retours qu'on a eu de beaucoup d'importateurs au Royaume-Uni, c'est qu'ils sont passés sur l'Incoterm FCA et que maintenant, ils fonctionnent plus qu'avec celui-là pour les produits européens qu'ils importent. Donc, ne soyez pas surpris si votre importateur… encore une fois, c'est une conversation qu'il faut avoir avec votre importateur et voir notamment revoir les termes du contrat, etc. avec eux et voir ce qui fonctionne pour tous les deux, quoi. Alors, une dernière question de Benoît Latouche. C'est une question sur les vins bio. Vous nous avez expliqué que la réglementation en matière d'importation sur les vins bio va changer dans 1 an et demi. Et lui se demande s'il y a une demande sérieuse en vin bio sur le marché britannique. Grosso modo, je comprends, faut-il vraiment se préparer à cette modification ou laisser un peu tomber ce marché pour les vins bio? Claire, est-ce que vous avez un avis, ou Cécile? Alors, je peux peut-être commencer et puis Cécile répondra de son point de vue.
Tout dépend, comment dire, tout dépend de votre stratégie et de vos priorités, j'ai envie de dire, en tant que producteur. Le marché, la réalité du marché britannique, je sais que comparé au marché français où le bio est très très en avance, le marché britannique, on est un peu derrière ça. Cependant, comme l'a dit Cécile d'ailleurs tout à l'heure, de plus en plus, on a vraiment une conscience et une volonté de consommer de façon responsable des produits qui sont produits d'une manière responsable et environnementale. Donc, le bio, on le voit surtout dans le vin, a augmenté ces dernières années et continue d'augmenter. Cependant, encore une fois, ça dépend de votre stratégie à vous et de ce que vous, de ce qui est important pour vous, quoi. Cécile, votre avis rapidement parce qu'on arrive au terme du webinaire. Oui, alors les vins bio sont en augmentation en Grande-Bretagne et pour moi, c'est juste une formalité supplémentaire qu'il faut qu'on fasse. Et comme toutes les autres formalités, on va s'habituer et on va se préparer. Donc, faire preuve de souplesse, ce sera la leçon qu'on retiendra de ce webinaire. Merci à vous toutes les trois, Anna, Claire et Cécile, de vos interventions très complètes. Merci, chers auditeurs, de votre participation une nouvelle fois au top. J'espère que vous en savez davantage sur la Grande-Bretagne et que vous avez appris des choses pour nourrir votre stratégie de relance. Ce webinaire sera bien sûr disponible en replay sur Vitisphère. Vous pourrez ainsi le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et vous recevrez demain un lien pour le visionner à nouveau. Je vous rappelle également que la présentation est téléchargeable via la console et que pour ceux qui ont du mal à la télécharger, n'hésitez pas à nous laisser un petit message via l'outil questions. On vous l'enverra par mail. En quittant ce webinaire, un questionnaire va vous être proposé, s'il vous plaît, prenez quelques minutes pour le remplir. C'est un exercice un peu fastidieux, mais il est très important pour nous améliorer et surtout pour vous proposer des contenus utiles pour vous. Bref, vous y gagnerez. On se retrouve le mois prochain avec l'épisode 5 où on va se rapprocher du cercle polaire pour faire un point sur les marchés scandinaves. En attendant, nous profitons du froid polaire qui s'est abattu sur le nord de l'Europe. Donc, restez bien au chaud, prenez soin de vous, de vos proches et bonne relance à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci Marion, au revoir à tous. Merci beaucoup. Au revoir.